Bonjour, aujourd'hui on va voir les complexes pour rentrer d'un bon pied hein, dans ce monde-là. Quand on arrive dans la grecque interne, c'est vrai qu'on a besoin de faire un petit peu le ménage dans nos connaissances et on doit savoir un petit peu, entre autres, comment utiliser les complexes, qu'on doit savoir exactement, quelles sont les connaissances à minima. Parce que des nombres complexes, on va en avoir en algèbre, on va en avoir en analyse, on va en avoir un petit peu partout. Et donc, c'est bien de faire un vadémécum en quelque sorte. Donc, voilà les complexes, mais évidemment, les complexes décomplexés. On n'est pas en train de regarder des exercices hyper fins, hyper calculatoires sur les complexes comme on pouvait le faire dans les classes prépa ou voilà, en licence. Là, c'est juste les complexes avec un petit peu de recul. C'est les complexes comme ils doivent être vus à l'agrégation. Voilà. Donc, je vais donner un certain nombre de, ben, voilà, de résultats, de définitions, de méthodes, l'histoire qu'on parte d'un bon pied. Voilà, exactement. Le, Bon, moi, je sais que quand j'avais appris les complexes, dans un premier temps, on n'était pas parti d'un bon pied parce que, bon, c'était soit i, une racine carrée de -1. Et donc, ça faisait bizarre, la racine carrée de -1, alors qu'on nous avait dit juste avant que ça n'existait pas. Bon, alors, on a maintenant des façons de le justifier, hein, donc deux façons principales. D'abord le quotient et ensuite les matrices. Voilà, c'est ça qu'on va voir tout de suite. La définition des complexes, il y a deux définitions. Donc une, c'est algébrique, c'est le quotient. Donc c'est par définition, donc quand je mets deux points égaux, c'est par définition, c'est l'anneau des polynômes, même la R algèbre hein, des polynômes, d'accord, et quotienté par l'idéal engendré par x2 plus 1. Quotienté, ça veut dire qu'on a annulé tout ce qui est multiple de x2 plus 1. Tout ce qui est multiple de x2 plus 1 est nul. Voilà. Donc, tout élément de C, hein, ça veut dire qu'il est de la forme un polynôme, mais la classe de ce polynôme modulo cet idéal. Ça veut dire que deux éléments sont dans la même classe s'ils diffèrent, hein, diffère dans le sens pour la soustraction, hein, d'un multiple de x2 plus 1. Voilà. Donc, ce qui nous aide ici fortement, c'est la division euclidienne. On divise, hein, on effectue la division euclidienne de P par x2 plus 1. Et donc, on a P égale x2 plus 1 fois Q. Donc, Q, c'est le quotient. Et le reste, évidemment, il est de degré strictement inférieur à 2. Donc, il est de la forme AX plus B, avec A et B qui sont, attention, c'est important, uniques dans R. Et donc maintenant, quand on passe au quotient, et si vous savez que le quotient, c'est un morphisme d'anneau, hein, donc on a P bar égale voilà, la classe de x de plus 1 fois la classe de Q plus A fois la classe de X plus B. Voilà. J'ai même utilisé le fait que bar était un morphisme de R algèbre. D'accord. Voilà. Donc maintenant, comme ça, c'est la classe de 0, ici, on va avoir juste AX plus B. Et donc, ce X bar, regardez, on va l'appeler I, et I2, c'est forcément X bar 2, et comme X bar 2 plus 1 égale 0, il vient que X bar égale moins 1. Voilà. Donc c'est le premier truc vraiment important à voir. Alors, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est que C est un corps. Et C est un corps. Pourquoi C est un corps? Parce que comme x2 plus 1 est irréductible sur R, bah oui, d'accord,
x2 plus 1 est irréductible sur R, parce que s'il se réduisait, ce serait en 2 facteurs de degré 1. Or, ce n'est pas possible, parce que s'il se réduisait en facteur de degré 1, il aurait des racines sur R. Or, on sait à cause de l'ordre de R qu'il n'y a pas de racine. D'accord. Donc, je dis, c'est comme pour Z sur PZ quand P est irréductible. Hein, on a un corps. Alors, regardons pourquoi on a un corps. Un corps, bon, ça veut dire qu'on a un anneau, mais ça, on sait déjà qu'on a un anneau. Mais plus le fait que tout élément non nul est inversible. Donc, si P bar est non nul, ça veut dire que si P n'est pas divisible par x2 plus 1, alors comme x2 plus 1 est irréductible, ça veut dire que P est premier avec x2 plus 1. Alors maintenant, on a une relation de Bezout. Cette relation de Bezout, je la quotiente ici. Hein, et je vois que comme x2 plus 1, ça fait 0, ça fait P bar, V bar égale 1 bar. 1 bar, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Et donc, P bar est inversible. Son inverse, c'est P bar. Donc, on voit bien qu'on on a un corps. Et ça, c'est déjà important. Alors, C, maintenant, est un R espace. Ça, c'est la troisième chose. Et étant, à cause de l'unicité, l'existence et l'unicité de la décomposition en AI plus B, ou A plus BI, hein, si on préfère, je ne sais pas, eh ben, on voit bien que c'est de dimension 2 sur R. Alors en plus, je dis que C est une extension de R dans le sens que R s'injecte dans C en tant que corps. En fait, vous prenez B dans R et vous l'injectez, vous le voyez ce réel comme un élément de C en posant A égale 0. Et en fait, l'addition, la multiplication de R va rester la même quand on la plonge dans C. Voilà. Donc, voilà, ça, ce sont les premières propriétés principales. I2 égale moins 1, C est un corps, C est un R espace de dimension 2, et R s'injecte naturellement dans C, hein, parce que C contient 1, en quelque sorte. On assimile un bar à 1. Voilà. Alors, l'autre définition, elle est matricielle géométrique. C'est celle-ci, alors matricielle dans le sens qu'on définit cette fois C comme l'ensemble des matrices AB moins BA. Donc ça, c'est pas mal, avec AB dans R. Donc on a toujours le fait que... Alors, qu'est-ce que c'est 1 1 ici, ça va être la matrice identité. I, ça va être forcément, comme c'est, voilà, ça va être 0, 1, moins 1, 0. Et bah oui, puisque I2, le carré de cette matrice 0, 1, moins 1, 0, c'est moins identité, donc moins 1. Voilà. Pourquoi c'est un corps? Bah, c'est un corps parce que... Bon, alors d'abord, on vérifie que c'est bien un anneau, donc c'est stable par l'addition, ce genre de structure, et miraculeusement, c'est stable par la multiplication. Mais c'est pas si miraculeux, mais ça vient de la géométrie, ça vient du fait que ça représente des similitudes, des similitudes directes. Et quand on multiplie deux similitudes directes, on a une similitude directe. Voilà. Et c'est un corps parce que, voilà, hein, quand on prend une matrice non nulle, donc à partir du moment où maintenant c'est un anneau, eh ben, on prend une matrice non nulle, on regarde son déterminant, ben, ça fait A2 plus B2, et donc c'est non nul puisque A et B sont non nuls. Voilà. Et donc ça nous fait quelque chose d'inversible. Donc tout élément non nul est inversible. Voilà, hein, ce que j'ai à dire de la définition 2. Maintenant, on pourrait se poser des petites questions comme comment passer de la définition 2 à la définition 1. Hein, bah oui, si on connaît un petit peu les matrices, d'accord. Bon, ça, on pourra y revenir, vous pouvez y revenir un petit peu plus tard, parce que ça, cette façon de passer de la 2 à la 1, ou de la 1 à la 2, c'est un peu plus délicat. Mais bon, je vais vous le dire dans la foulée. Si vous voulez sauter cette partie-là dans un premier temps, hein, vous pouvez, quoi.
Donc, comment passer de la définition 2 à la définition 1? Ben, vous considérez cette matrice-là qui représente I, d'accord? Et si vous avez fait un peu de réduction, vous savez que son polynôme minimal, c'est x2 plus 1. Hein, d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est ce qu'on appelle la matrice compagnon de x2 plus 1, donc son polynôme minimal, c'est x2 plus 1. Et donc, comme c'est x2 plus 1, ben, R de J, ben, qui va être C, ici, d'après la définition 2, ben, c'est isomorphe à l'anneau des polynômes quotienté par x2 plus 1. C'est-à-dire qu'à un polynôme, P, on lui associe P de J, et ça s'appelle l'évaluation en J, et le noyau de l'évaluation, c'est x2 plus 1. Donc on quotiente, et puis on a bien C, et on retombe sur la définition 1. Comment passer de la définition 1 à la définition 2? C'est un petit peu plus délicat. Tout élément de C, d'après la définition 2, s'écrit de manière unique sous la forme A plus BI, hein, d'accord? Et I, c'est X bar. Donc, on considère le morphisme de R algèbre qui envoie Z de C vers mu Z. Alors, mu Z, c'est la multiplication de C dans C, hein, où un élément Z', il est envoyé sur Z fois Z'. Donc, c'est un endomorphisme, hein, c'est linéaire, c'est R linéaire. Et donc, ce morphisme est injectif, parce que, bon, C est intègre, on peut même dire parce qu'il est unitaire, parce que quand on va prendre, si mu Z égale 0, on regarde le noyau, hein, si mu Z égale 0, alors Z fois 1 est égal à 0, mais Z fois 1, ça fait Z. Donc ça veut dire que Z égale 0, donc on voit bien que c'est injectif. Donc, à partir du moment où un morphisme est injectif, bah, ça veut dire que la structure de départ, C, est isomorphe à son image. Et, qu'est-ce que c'est que son image? Ben, on va regarder son image de façon matricielle. C'est-à-dire qu'un endomorphisme, on peut toujours le voir comme un espace de matrice. Donc, on va travailler sur la base 1i, et on voit que l'image de 1 par z, si z c'est a plus bi, ben, l'image de 1 c'est z fois 1, d'accord, par définition, donc c'est a plus bi, et l'image de i, ben, c'est z fois i, donc c'est moins b plus ai. Donc on retrouve bien la matrice en colonne AB moins BA. Voilà. Donc on retrouve bien cette matrice. Et voilà comment on passe de la définition 2 à la définition 1 et inversement. Bon, alors, bien sûr, maintenant, on va revenir sur des choses plus simples. La multiplication, bah, simplement A plus IB, facteur de C plus ID. Photographiez bien ça, c'est AC moins BD plus AD plus BCI. Voilà. Donc vous avez une partie réelle, évidemment, partie imaginaire. Donc ça, c'est parce qu'on a une base. Un I est une base. On peut donc extraire cette partie réelle, parler de partie réelle, parler de partie imaginaire. Voilà. Et ça se démontre très facilement avec le fait qu'on a la distributivité et que I2 est égal à moins 1. C'est le moins qu'on voit ici. La division, bah, puisqu'on est sur un corps, on peut diviser. Alors on utilise le conjugué, hein, qui est A moins IB, si Z c'est A plus IB, et le fait que ZZ bar, c'est le module de Z au carré, c'est-à-dire A2 plus B2, qui est multiplicatif, et on voit que c'est multiplicatif, hein, parce que c'est un déterminant, bon, on va le voir après. Donc ça fait que Z' sur Z, bah, c'est facile de voir que c'est Z', Z bar sur module de Z au carré. Et ça, c'est facile parce que, vous voyez, la division revient à une multiplication dans C, mais on divise quand même, mais c'est par un réel. Voilà. Bon, un réel positif, non nul, parce que ça, c'est non nul, on a vu. Hein, si et seulement si, Z est non nul. Bon, alors je vais revenir sur la norme. Donc, la norme ou le module, c'est racine de A2 plus B2. Et on reconnaît à la racine, évidemment, du déterminant de la matrice de similitude. Et donc, grâce à la définition 2, c'est multiplicatif parce qu'on ssait que le déterminant, c'est multiplicatif. Donc, det de z, z',
c'est det de z fois det de z' en quelque sorte, ce qui va faire que quand on prend la racine carrée, module de z, z' est égal à module de z fois module de z'. Voilà. Et regardez cette identité, je la trouve très jolie. À partir du moment où zz', c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici, alors c'était où? Ici, oui. Eh bien, on peut réinterpréter cette égalité-là comme étant une identité remarquable, mais cette fois-ci dans R. Cette identité remarquable, cette nouvelle identité remarquable que nous apportent les complexes, AC moins BD carré plus AD plus BC carré est égal à A2 plus B2 fois C2 plus D2. Alors il y a un endroit très typique où ça s'utilise, c'est le fait que quand on cherche tous les nombres qui peuvent se décomposer en somme de deux nombres carrés. Par exemple, 5 se décompose en 4 plus 1, mais 7 ne peut pas se décomposer en somme de carrés. 13 peut se décomposer en 9 plus 4, etc. Alors on commence par faire ça pour les nombres premiers, et puis après on regarde les nombres généraux, hein, et pour passer de nombres qui se décomposent en somme de carrés quand ils sont premiers et quand ils ne sont pas premiers, eh ben on passe par cette formule, parce que on voit que le produit de deux sommes de carrés est encore une somme de carrés. Ça, c'est assez remarquable, c'est intéressant. Remarquez que AD plus BC carré est inférieur à A2 plus B2, facteur de C2 plus D2. Ben oui, c'est normal, puisque quand on rajoute un terme positif, on tombe là-dessus. Donc lui est forcément plus petit que lui. Mais si vous prenez la racine carrée, pardon, si vous prenez la racine carrée, ben, vous retrouvez ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Tant qu'on y est dans les inégalités, vous avez une égalité triangulaire. C'est z plus z' en module est inférieur à module de z plus module de z'. Voilà. Donc ça, c'est l'inégalité qui fait que prendre l'hypoténuse, c'est mieux que prendre la somme des carrés, la somme des côtés. Ce qu'un lapin sait parfaitement. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir, parce que les lapins, ils le savent. Et ce qu'on sait moins, par contre, et bon, les lapins, ça, ils ne le savent pas, hein, c'est que l'égalité a lieu, on a le cas d'égalité, c'est si et seulement si z' égale lambda z avec lambda positif. C'est-à-dire que tant que z et z' seront non collinaires, ce sera strictement plus petit. C'est normal, hein, on le voit bien. Hein, ça, et puis, quand ils sont collinaires, il faut qu'ils soient collinaires dans le même sens. Voilà. Et puis après, il y a la fameuse forme polaire qui va nous tirer une épine du pied dans pas mal de situations. Parce que la forme cartésienne, elle est bien, mais quand on a des problèmes de puissance, elle est vite limitée. Donc je dirais que tout nombre complexe Z, il peut s'écrire R, E, I, θ. Alors E, I, θ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Donc R, c'est un réel positif, et θ, c'est un réel tout court. Alors Z, bah, si Z il est non nul, alors on a unicité hein, de R, mais pas forcément unicité de θ. Hein. On a unicité de θ si on le prend, évidemment, puisque c'est de la trigonométrie, si on le prend entre 0 et 2π. Voilà. Alors, il faut connaître des formes polaires célèbres. 1, bah, c'est 1 fois exponentielle de I0. I, c'est 1 fois exponentielle de I pi sur 2. Moins 1, c'est exponentielle de I pi. Moins I, c'est exponentielle de moins I pi sur 2. Il y a la diagonale du carré, hein, d'accord, puisque 1 et I ont même module. Vous avez la diagonale du carré.
ben, vous savez que c'est pi sur 4, hein, l'angle, et racine de 2, le, le- le carré de taille 1, sa diagonale est de module, et voilà, et de norme racine de 2, ça vous le savez. Donc vous avez racine de 2, i pi sur 4. Et la deuxième diagonale, on peut voir comme i1 moins i, c'est racine de 2, exponentielle de moins i pi sur 4. Voilà. Mais c'est l'autre diagonale d'un autre carré finalement. L'identification. Alors l'identification, ça sert tout le temps, hein. En cartésienne, ben, on a une base. Donc A' plus IB', c'est A plus IB. Ça implique que A' égale A et B' égale B. Donc, voilà. Donc attention, hein, vérifiez que A et B sont réels, d'accord? Si vous voulez dire ça, si c'est évidemment que si B est complexe, comme par exemple 1 plus I fois I égale 0, donc vous ne pouvez pas identifier. En polaire, l'identification, attention, c'est R'. Alors il faut vérifier que R et R' sont réels positifs, et si θ et θ' sont juste réels, alors vous avez donc R égale R', attention, réel positif, et strictement positif, parce qu'on veut identifier des complexes non nuls, et θ égale θ', mais à 2 pi près. D'accord? Donc plus de 2 pi z. Voilà. Donc s'ils sont réels mais pas de même signe, alors là vous vous rappelez que moins 1, donc il faut faire 2 cas, et il faut vous rappeler que moins 1 égale à exponentielle de i pi, ce qui vous permettra de vous ramener au cas où ils sont réels positifs. Alors les calculs. Bah, a priori, tant qu'à faire, on essaye au maximum de rester avec z. D'accord? Maintenant, s'il se met à y avoir une difficulté, bah, on a le choix entre travailler en cartésienne ou en polaire. Généralement, on choisit cartésienne, parce que on pourra toujours s'en sortir en quelque sorte en cartésienne. Mais sauf dans deux cas. S'il n'y a que des produits, alors il n'y a pas de raison, d'accord, de faire, de rester en cartésienne. Il vaut mieux passer en polaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cartésienne, on peut additionner, c'est très facile, et c'est un peu plus difficile de multiplier, et ça devient difficile de prendre des puissances. En polaire, le principe, c'est qu'il est facile de multiplier, il est facile de prendre des puissances, mais il est très difficile d'additionner. Voilà, c'est ça les principes. Mais s'il n'y a que des produits et des puissances, eh ben, vous allez pouvoir passer en polaire et ce sera beaucoup plus facile qu'en cartésienne. Il y a aussi des sommes et des différences. Alors là, vous pouvez dire que vous restez en cartésienne, par prudence, mais non, pas toujours. Parce que si ces sommes et ces différences sont le fait d'ajouter et ou d'enlever des éléments de même norme, alors il y a une grande astuce classique. Regardez, vous avez des éléments de même norme, donc vous pouvez toujours les mettre sous la forme R EIθ plus R EIθ'. Donc je vous rappelle que R c'est le module, θ c'est ce qu'on appelle l'argument. Et là, ils ont même norme, R, d'accord? Ils ont même module. Et là, qu'est-ce que vous avez? Ben, l'astuce, c'est de prendre la moyenne des arguments et de mettre en facteur, d'accord, exponentielle de i θ plus θ' sur 2, la moyenne. Et R, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez reconnaître? Ben, vous allez reconnaître la exponentielle de i θ moins θ' sur 2, exponentielle de moins i θ moins θ' sur 2. C'est normal. Si vous avez mis en facteur la moyenne, ben vous allez avoir quelque chose qui va être centré en 0. Donc centré en 0, ça veut dire opposé, finalement. Et là, vous reconnaissez un cosinus, d'accord, avec un 2, un facteur 2 ici. Et voilà comment on traite des sommes tout en restant en polaire. C'est assez joli. Et pareil avec les différences, mais on tombe sur un sinus. Alors maintenant, les équations. Bon, l'équation du premier degré ne pose pas de problème dans C, parce qu'on est sur un corps. Donc l'équation du premier degré, quand on est sur un corps, il n'y a pas de problème. Celle du second degré, ça ne pose pas de problème, sauf que
vous avez toujours les mêmes formules, mais vous avez un discriminant. Il faut prendre la racine carrée du discriminant. Alors, attention, en général, on n'écrit pas racine de delta. Parce que racine de delta, c'est quelque chose de purement réel, où on a un signe. La racine, vous savez, quand vous avez x2 égale a, vous avez, et a positif, vous avez deux racines. Une positive, une négative. Et ce qu'on appelle la racine carrée, c'est la positive. Mais dans C, il n'y a pas d'ordre. Ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Il n'y a pas de racine positive et de racine négative. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez essayer de détourner ça comme vous voulez, il n'y en a pas. Eh bien, on va parler plutôt des deux racines carrées qu'on appelle généralement petit delta, plus ou moins petit delta, de grand delta. Il n'y en a pas une qui... Voilà, on les appelle plus ou moins petit delta. Mais on ne dit pas la racine carrée. On dit les deux racines carrées. Voilà. Ça, vous avez le droit de le dire. Alors maintenant, comment prendre une racine carrée? Alors pour prendre une racine carrée, eh ben, faut résoudre x plus y carré égale a plus ib. Alors, la méthode générale, c'est de prendre le module, d'accord? Comme le module est multiplicatif, ça fait x2 plus y2 égale racine de a2 plus b2. Et ensuite, on prend la partie réelle, ici de ça. Alors la partie réelle, ben, ça fait x2 moins y2 à gauche, et la partie réelle à droite, c'est a. Voilà. Donc on a deux équations, x2 plus y2 égale quelque chose, et on connaît donc x2 plus y2 et x2 moins y2. Donc on ajoute et on soustrait, évidemment, les deux équations. Et à la fin, eh ben, il nous vient deux racines opposées pour x et deux racines opposées pour y. Puisque maintenant, on est passé en réel. Donc là, on a x égale plus ou moins quelque chose et y égale plus ou moins quelque chose. Donc ça nous fait, en théorie, 4 solutions. Mais non, parce qu'en fait, on sait qu'on va en avoir que 2. Donc il faut en tuer 2. Il y en a 2 de trop. Et c'est la partie imaginaire de cette égalité. Donc vous avez 2xy i égale ib, donc 2x y égale b, ici, qui va nous dire que x et y sont soit de même signe, si b est positif, soit de signes différents, si b est négatif. Bon, si b est nul, on retombe sur le carré. Donc, on tue toutes les possibilités restantes et il reste que deux possibilités. Voilà comment on résout cette équation. Et finalement, grâce à ça, on va pouvoir prendre la racine carrée les deux racines, on va obtenir les deux racines carrées d'un discriminant, et donc on va pouvoir résoudre l'équation du second degré en général. Maintenant, l'équation Zn égale grand Z, eh ben, en fait, c'est très facile en polaire. D'accord? Voilà. On utilise l'identification polaire. Donc, on regarde exponentielle de 2i θ fois r, le module de z. Et là, on va mettre ça à la puissance n et on va l'identifier avec la forme polaire de grand Z. Et il faut faire attention à ne pas oublier d'ajouter les deux pi z, comme on avait tout à l'heure ici, hein, d'accord, ce qu'on disait ici. Et ça va prendre tout son sens parce qu'on va diviser par n, et grâce à ces deux pi z, on va avoir périodiquement n solutions. Bon, bien sûr, sauf si z égale 0, où là, on a n racines, des racines d'ordre n. Alors maintenant, dans les complexes, il faut savoir faire un petit peu de géométrie. Donc, la morale de toute cette histoire, c'est savoir quand c'est-ce qu'on passe en polaire, quand c'est-ce qu'on passe en cartésienne. C'est ça qu'il faut bien photographier dans les méthodes, les techniques en complexe. Maintenant, on passe à la géométrie. Bon, bah, les complexes sont taillés pour faire de la géométrie. C'est fait, c'était au départ pensé par des géomètres dans le programme un petit peu de Descartes pour dire, ben voilà, on veut faire de la géométrie en faisant des petits calculs qui sont automatiques. Alors, c'est de la géométrie euclidienne hein, sur le plan, parce que si z est égal à r
exponentielle de iθ, ben, la multiplication par z, géométriquement dans le plan, puisque C est de dimension 2, on l'a dit, sur R, donc finalement c'est le plan, et ben, la multiplication qu'on a appelée μz tout à l'heure, ben, géométriquement, qu'on a vu matriciellement comme AB moins BA, et ben, c'est la similitude directe d'angle θ et de rapport R. C'est-à-dire qu'on tourne de θ, d'un angle θ, et on grossit, on rapetit si R est strictement inférieur à 1. Je vous rappelle que R est strictement positif, hein, de R. Voilà. Et l'addition par Z, donc l'addition par Z, c'est juste une translation. Donc vous avez des similitudes directes, hein, globalement. Donc l'application, si on doit globaliser, grand Z donne petit z, grand Z plus Z0. C'est une similitude directe, d'accord. Donc homothétie, vous avez l'homothétie, rotation et translation. Hein, et si on regarde maintenant, si on veut les similitudes indirectes, il faut mettre un bar ici, et on va avoir des similitudes indirectes. On va avoir des symétries, parce que ZZ bar, ça va être la symétrie déjà rien que par rapport à l'axe réel. Donc après, on multiplie par des similitudes directes et des translations, et on obtient des symétries orthogonales, des symétries glissées, etc. Alors maintenant, on note Zm, l'affixe du point M. C'est comme les coordonnées, hein, mais sauf que c'est une coordonnée globale qui est complexe, qui contient en elle-même à la fois son l'abscisse et son ordonnée. Alors, donc, à un point du plan, c'est ça de faire de la géométrie, c'est ça le programme de Descartes. Vous avez un point du plan et vous notez Zm, son affixe. Donc, c'est ce qui nous permettra de faire des calculs. Donc, vous allez avoir 3 points, par exemple ABC, 2 à 2 distincts, et on va poser grand Z égale ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc, comme ils sont 2 à 2 distincts, déjà, vous voyez que ça, c'est bien défini. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le module de Z, c'est la distance AC sur la distance AB. Voilà. Et l'angle en A de AB vers AC, j'aurais dû mettre des flèches là, de AB vers AC, c'est l'argument de Z, donc le θ. Donc en particulier, Z est réel si et seulement si ABC sont alignés, puisque l'argument va être nul ou égal à pi. Et c'est un réel positif si B et C sont du même côté de A, et c'est un réel négatif si B et C sont de côté opposé par rapport à A. Voilà, donc ça c'est à bien savoir, ça c'est typique. Et là on va un peu plus loin. A, B, C, D, on prend 4 points de Z2 distincts, et on regarde ce qu'on appelle le birapport, c'est-à-dire que ça c'est le rapport, d'accord, mais on fait le birapport, c'est-à-dire le rapport des rapports. Donc on fait le rapport pour ABC, et on fait le rapport pour ABD, et on fait le birapport, c'est-à-dire le rapport des rapports. Eh bien, les points A, B, C, D sont cocycliques ou alignés si et seulement si ce birapport est réel. Et en fait, ça se prouve par un théorème de cocyclicité de 4 points par les angles que vous connaissez. Donc, vous prenez 4 points, ils sont inscrits dans un cercle, si et seulement si vous avez le même angle modulo pi. Et ce même angle modulo pi, eh ben, vraiment, il va se dire avec le birapport à cause de ce qu'on a dit ici. Voilà. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les complexes. Et bien sûr, bon, voilà, avant que j'oublie, évidemment, ce qui va être très important, c'est que C est algébriquement clos. Ça veut dire que tout polynôme non constant sur C possède une racine, et donc dans C. Et à partir du moment où il possède une racine, par récurrence, vous montrez qu'il va se décomposer en facteur de degré 1. Voilà.
Alors ça, c'est important. Les preuves sont compliquées. On ne peut pas exiger à l'agrég interne de connaître cette preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre, mais aucune preuve n'est capable d'utiliser de méthode uniquement algébrique. Bon, voilà. Dans le carnet de voyage en algébrique, entre parenthèses, on donne une preuve de la plus algébrique possible, mais quand même, et qui utilise les matrices, bon, les matrices compagnons, etc., et de la réduction, évidemment. Et cette preuve, elle, est, elle repose quand même sur le théorème des valeurs intermédiaires, donc quelque chose de topologique. Et d'ailleurs, toutes les preuves connues utilisent de la topologie quelque part ou de l'intégration. Voilà. On ne peut pas se passer de ça dans la preuve. Et la preuve qu'on propose dans le carnet de voyage en algébrie, c'est une preuve qui est récupérée d'une preuve qui était dans le livre de Pierre Samuel euh, sur, euh, sur la théorie algébrique des nombres, qui est un excellent livre, mais réarrangé pour que ça devienne de la réduction plutôt que de la théorie des corps. Et c'est une preuve qui se fait par récurrence sur le degré du polynôme, mais sur la devaluation du degré du polynôme. Ce qui veut dire que la récurrence 0, l'initialisation, c'est le côté impair. Et en fait, on sait qu'un polynôme, on va dire réel, de degré impair, possède toujours une racine, bah, tout simplement à cause du théorème des valeurs intermédiaires. Et après, on passe d'un degré à un degré double, c'est-à-dire on avance dans la devaluation par récurrence. Voilà, avec des matrices compagnons, grâce à une astuce bah, qui était récupérée du livre de Pierre Samuel. Voilà, donc, bon, bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout dit de ce qui sera utilisé dans un cours d'algèbre et d'analyse sur les complexes. Euh, voilà. Après, bien sûr, il y a l'utilisation qu'on fait de ces choses, mais là, on va partir d'un bon pied. Voilà, on va s'arrêter là.